l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter un petit peu le rationnel et puis ce qu'on essaie de faire avec le projet Osiris. Donc, comme c'est un projet en fait qui est en cours et qui est maintenant bien avancé, mais finalement, on est bien avancé dans l'écriture des projets et le lancement de certains projets, mais on n'est pas encore bien avancé dans les résultats de ces projets. Donc, forcément, aujourd'hui, je vais pas vous présenter énormément de résultats, mais je vais surtout vous présenter un petit peu l'objectif du projet Osiris et puis ce qu'il implique. Donc, c'est un projet européen, donc financé par l'Union européenne. Je vais vous revenir un petit peu là-dessus tout à l'heure. Et dans ce projet, moi, je suis en charge d'un work package. Et le projet est coordonné en fait par l'université d'Utrecht aux Pays-Bas. Donc OSIRIS, ça veut dire Open Science to Increase Reproducibility in Science. Nous, dans notre work package, en fait, on est impliqué dans OSIRIS au nom de Laurier. Vous avez vu, j'ai mis plein de petits logos partout. Laurier, en fait, c'est l'organisation pour une recherche éthique et responsable à l'INSERM. Donc, c'est Philippe Raveau et Ghislaine Filiatro qui dirigent l'organisation, en gros, qui sont à l'initiative dans Laurier. Et il y a différents aspects. En fait, c'est un programme en fait, de l'INSERM et il y a différents aspects à ce programme. Donc, un des aspects, c'est notamment d'informer les personnels de l'INSERM des pratiques de recherche éthiques et responsables. Et ça implique d'informer et de former et aussi de mobiliser les compétences à l'INSERM sur ces questions de reproductibilité de la recherche, euh, de sciences ouvertes, euh, mais aussi d'intégrité scientifique, puisque tout ça, c'est bien sûr très connecté. Donc il y a un site internet sur lequel vous pouvez aller voir ce que c'est que Laurier. Et puis dans ce site internet, en fait, on a différentes ressources. Et puis on développe des formations. Donc là, elles sont en cours de développement. On a fait il n'y a pas longtemps un atelier INSERM organisé par Laurier. Et puis, on va bientôt avoir une journée des ambassadeurs. Je vais vous en parler à la toute fin. Voilà, donc moi, j'ai pas de lien d'intérêt particulier, en tout cas parce que moi, je suis professeur thérapeutique et donc avec les firmes pharmaceutiques. Mais par contre, j'ai des liens d'intérêt avec différents financeurs qui me financent pour mes recherches, donc notamment l'ANR, la Fondation pour la recherche médicale, la région Bretagne, différents ministères, donc santé et puis la recherche. Et puis aussi, finalement, l'Union européenne, puisqu'elle finance le projet Osiris, mais un autre projet aussi sur le partage des données issues de la recherche clinique qui s'appelle ShareCity, dans lequel je suis impliqué. C'est un réseau de doctorants. Moi, comment dire, j'ai fait mon post-doctorat dans une équipe qui s'appelle Metrix, qui est le Meta Research Investigation Center à Stanford. Et donc, cette unité Matrix, elle est dirigée entre autres par John Ioannidis. Et j'aime bien citer cet article, c'est un article très célèbre de lui, qui s'appelle Pourquoi tous les résultats publiés sont faux. Et souvent, quand je le présente, celui-là, je dis qu'en fait, c'est un papier qui a été très influent, et notamment qui a créé enfin, en tout cas, qui a réussi à mobiliser beaucoup de gens autour de ces questions de reproductibilité et de recherche sur la recherche. Et donc je dis qu'il est très influent parce que voilà, il a eu plein de citations, 7150, il a été vu plus de 3 millions de fois, enfin, maintenant plus de 3 millions de fois parce que ça date un petit peu, alors qu'il a été publié en août 2005, donc c'est un article qui a eu beaucoup, on va dire, d'impact et qui a été énormément vu. Et c'est un article qui a un titre tellement vrai en fait, puisque lui-même contenait une erreur en fait dans les calculs, il y avait une erreur de parenthèse. Et il a fallu finalement attendre une correction en 2022 de cet article qui a été publié en 2005. C'est-à-dire que malgré le fait qu'il a été énormément vu, il y avait plein de gens qui n'avaient pas forcément capté l'erreur du coup dans l'article. Et ça en dit un petit peu sur la science du coup, effectivement, il y a beaucoup de choses publiées qui sont fausses, y compris celle-là. Malgré tout, c'était une petite erreur, elle a été facilement corrigée. Mais surtout, la science met du temps à se corriger, beaucoup de temps à se corriger. Et puis si je vous parle de reproductivité, ce Matrix, du coup cette équipe, elle était financée par Laura and John Arnold Foundation, et c'est une fondation qui a mis beaucoup d'argent en fait dans la recherche sur, sur la reproductibilité, qui a mis beaucoup d'argent aussi
dans la science ouverte et si on parle de ça aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, il y a des financeurs qui se sont intéressés à ces questions. Donc la Lawrence Arnold Foundation, c'est celle qui a financé là en je pense que c'est en 2015, hein, cette étude, qui a été publiée dans Science, dans laquelle, l'Open Science Collaboration, qui est très lié au Centre pour la science ouverte, le Center for Open Science, a du coup, tenté de reproduire, 100 études, de répliquer, hein, 100 études, parmi les plus, célèbres, de la psychologie et donc vous avez ici les p-values, des études, originales et puis, vous avez ici, les p-values obtenues dans les réplications. Donc vous voyez que la plupart des études originales avaient des p-values inférieures à 0,05, ce qui n'était pas du tout le cas dans les réplications et ils considèrent qu'il y en a 36 ou 37 sur les 100 qui ont vraiment, pu amener un résultat, une conclusion dans la même direction. Et les résultats que vous observez sur les p-values s'observent aussi sur les tailles d'effet. Ici, vous avez les tailles d'effet des études originales qui sont aux alentours de voilà, 0,30 et en médiane, hein, et là, en médiane, vous êtes plutôt aux alentours de 0,15 quand vous êtes sur les réplications. Alors bien sûr, bah, vous direz: «Ouais, c'est que la psychologie». Ben, en fait, non. Heu, Justement, bah, là encore, les collègues du Centre pour la science ouverte, eux, ont tenté de faire un projet reproductibilité, cette fois-ci dans la, biologie du cancer et dans les études précliniques. Et cette fois-ci, ils ont eu beaucoup de mal à reproduire. Heu, En fait, ils ont même eu beaucoup de mal à reproduire parce que les méthodes étaient insuffisamment décrites. Donc ils étaient vraiment pas capables de refaire ce qui avait été fait. Donc ça a été vraiment, assez compliqué. Ces problèmes de reproductibilité, ils sont assez fréquents. Donc bon, c'est vrai qu'on a eu une, fondation là qui a mis beaucoup d'argent sur la table et puis, les scientifiques ont commencé à s'inquiéter de ces problèmes de reproductibilité et vous connaissez sans doute ce sondage dans Nature où il y a, bah, voilà, près de 90 des scientifiques qui considèrent qu'il y a une crise de la reproductibilité. Alors, certains considèrent que c'est une petite crise, d'autres considèrent que c'est une grande crise. Voilà et vous connaissez, sans doute tous ça, mais je vais le redire avant, et je le dis dans toutes mes présentations, mais cette fois-ci, je vais pas donner d'exemple, je vais aller assez vite, hein. Heu, on a en fait notre, ouais, notre, comment dire? Notre démarche, scientifique, notre démarche hypothético-déductive, alors ça marche pas forcément ça pour la recherche qui est dite inductive, mais en tout cas, c'est une représentation qui marche bien pour toutes les recherches qui sont dites hypothético-déductives, dans laquelle, en fait, on a plusieurs étapes. On génère nos hypothèses. Pour ça, on se base sur, une meilleure connaissance de la littérature, puisqu'on a fait une revue de la littérature. On design notre étude pour répondre à notre question de recherche et donc du coup, pour vérifier si notre hypothèse est vraie ou fausse. On conduit l'étude et on collecte les données, on les analyse, on teste l'hypothèse, on interprète les résultats, on publie et on fait une autre expérience. Voilà. Et à chaque niveau, il peut y avoir des problèmes. Donc par exemple, bah, finalement, parce que vous avez pas, vous basez pas sur une littérature très solide, très fiable et très reproductible. Et donc du coup, il peut y avoir, heu, bah, finalement des hypothèses qui sont, finalement déjà, très peu crédibles à la base. Donc vous allez tester des hypothèses avec des priors qui sont assez bas. Ensuite, bah, vous allez designer votre étude et pour plein de raisons, beh, parfois on doit sacrifier des éléments, par exemple la puissance statistique elle est parfois sacrifiée parce que, bah, designer l'étude, quand on fait ça de manière monocentrique, qu'on n'est pas avec, comment dire? Des grands groupes de personnes qui collaborent et bah, c'est vraiment difficile de recruter suffisamment de patients et parfois, comme on est quand même tenté de vouloir faire une étude et bah, on fait une étude avec, peut-être moins de patients que ce qu'il faudrait. Alors, bah, on peut aussi, du coup, bah, quand on n'a pas assez de puissance, généralement, on n'arrive pas forcément à conclure sur notre question principale. Donc on est tenté de réanalyser les données, de faire des tests exploratoires multiples. Ça, c'est connu sous le thème p-hacking, surtout quand, c'est pas forcément explicité que c'est exploratoire. Et puis, bah, du coup, parfois on trouve des résultats et on a tendance à ces résultats, vouloir essayer de les expliquer. Et en fait, en commençant à réfléchir aux résultats qu'on trouve et en voulant les expliquer, on commence à faire nos hypothèses après que les résultats soient connus. C'est-à-dire, hypothesis after the results are known, arcing. Et tout ça, en fait que, bah, on court-circuite un peu le raisonnement hypothético-déductif. Alors je vous parle pas parfois des contrôles qualité des données, hein. On parle beaucoup des données massives. Nous, par exemple, en santé, on va beaucoup parler des données, de la vraie vie et c'est vraiment un énorme buzz, ces données-là. Mais les données de la vraie vie, bah, c'est des données, dont les contrôles qualité, sont pas toujours, si bons.
Bon, et puis si avec tout ça, on a des résultats qui sont pas satisfaisants, bah, c'est possible que de temps en temps, on décide de pas les publier ou voilà, que même on n'arrive pas à les publier parce que ça n'intéresse pas les éditeurs. Et c'est le cas, par exemple, nous, dans notre CHU, hein, pour bah, en fait 60% des études qui sont terminées, qui sont malheureusement pas publiées. Donc on a fait un audit là-dessus et on s'est rendu compte de ça. Bien sûr, ce phénomène, il n'est pas que de notre CHU, il est de tous les CHU. Et ce phénomène, il est même pas que des CHU en France, il est présent un petit peu partout, même s'il vise à se corriger et que dans certains pays, il se corrige mieux que dans d'autres. Donc en fait, bah, sur les petites, comment, les petits trucs pour informer les gens et puis essayer un peu de présenter ce que pourrait être un projet de recherche idéal et reproductible. Sur Laurier, on a construit une espèce de petite frise qui reprend en fait bah, ce cercle hypothético-déductif avec encore un peu plus d'étapes et qui donne aux personnes des ressources à chaque étape, en disant tiens, identifiez la question de recherche, voilà les outils à votre disposition, enregistrez votre protocole a priori pour limiter comment dire, le p-hacking et puis le harking, bah, vous pouvez le faire, voilà comment faire, etc. Et donc on présente les solutions. Donc les solutions, bah, forcément la revue de la littérature, c'est faire une revue systématique, critique, et en soi ça c'est déjà un travail de recherche. Donc bon, la mauvaise nouvelle c'est qu'avant de faire votre travail de recherche, il faut déjà faire un travail de recherche. La bonne nouvelle c'est que vous aimez la recherche et ça vous permet de le faire. La puissance statistique, bah, effectivement, si on arrive à faire des études multicentriques, si on arrive à collaborer, ce qui n'est pas forcément facile vu comment, nos incitatifs, eh ben, c'est toujours mieux. Bah, le p-hacking, effectivement, on peut forcément essayer de le prévenir ou au moins de le rendre visible en faisant de l'enregistrement a priori. Donc nous, par exemple, dans nos études en médecine, on a une culture de l'enregistrement depuis 2005. Vraiment, on enregistre toutes nos études interventionnelles, nos essais thérapeutiques. Et en tout cas, en ce qui concerne leur analyse primaire. Mais vraiment, on est dans un écosystème de la recherche en médecine où on fait beaucoup plus que des essais thérapeutiques et on a beaucoup plus de recherches. On a aussi des recherches observationnelles, donc avec des données collectées en fait vraiment dans le but de faire une recherche dans lequel vous contrôlez exactement le type de données que vous allez collecter. Donc du coup, vous êtes sûr de ce que vous avez, ou bien vous allez sur des données, comme je vous disais, de la vraie vie, collectées en routine. Et dans ce cas-là, vous contrôlez beaucoup moins en fait le degré, euh, bah, en tout cas, vous avez perdu le niveau de contrôle sur ce qui est collecté. Et donc, vous devez faire avec des données qui sont complètement imparfaites et vous devez finalement, ben, avec les mesures qu'on vous donne, extraire des critères qui ne sont pas forcément ceux que vous vouliez faire. Et donc, du coup, il y a des degrés de liberté en fait pour coller. En fait, il n'y a pas énormément de degrés de liberté dans le design. Quand on est sur des études observationnelles, vous avez énormément de choix de design, énormément de degrés de liberté. Donc vous avez une flexibilité des méthodes. Et puis de plus en plus, même grâce à la science ouverte et à la transparence, on va partager les données. Et donc de plus en plus, on aura au-delà des analyses principales des études, des analyses secondaires qui réutilisent les données. Et dans ce cas-là, bah, vous avez aussi une certaine flexibilité par rapport à vos hypothèses, qui d'ailleurs peuvent finalement, vos hypothèses, se baser sur les résultats de l'analyse primaire, et donc du coup induire une certaine circularité. Et donc en fait, vous avez en fait des degrés de liberté, de la flexibilité des analyses, qui augmentent avec le design, avec le type de mesure, et avec bah, du coup le fait que vous êtes sur une analyse primaire ou secondaire. Et tout ça, en fait, bah, du coup, augmente vos degrés de liberté. Et pourtant, en médecine, ben, on est obligé, nous, d'enregistrer a priori que les études interventionnelles, pas forcément les autres types d'études. Et forcément, enregistrer des études avec des degrés de liberté importants, ça reste un challenge parce que justement, on ne peut pas toujours tout prévoir d'emblée. Donc l'idée, c'est d'essayer de trouver des solutions pour le faire et le faire de manière la plus, comment dire, intéressante possible. Donc vous savez tous, je pense ici, qu'on peut enregistrer les études, quelles qu'elles soient, pour la science ouverte, avec l'Open Science Framework. Mais par contre, bah, forcément, tout le monde, tous les chercheurs ne connaissent pas ces approches et ne les utilisent pas encore. On pense en tout cas que c'est des approches utiles. Pour lutter contre le biais de publication, bah, vous savez qu'il y a notamment bah, déjà en fait des guidelines, nous, en médecine, qui nous aident en fait à écrire nos articles et à les écrire de manière la plus complète et plus correcte possible. C'est-à-dire que quand on publie l'article,
on n'oublie pas des choses importantes, notamment des critères de jugement, etc. Et puis, vous savez aussi que pour lutter contre le biais de publication, on va proposer l'utilisation des registered reports. Bon, la communication de la recherche, en fait, elle va passer aussi au-delà par la publication de nos études, mais aussi la publication des données, en fait, qui sous-tendent ces études. Et le partage des données, en fait, nous, en médecine, c'est quelque chose qui est en train de se développer, qui est encore largement insuffisant, mais qui nécessite, en fait, beaucoup de, finalement, de ressources, parce qu'on a des données qui sont particulièrement sensibles. Et c'est l'enjeu de notre réseau de doctorants dont je vous parlais un petit peu au début, qui s'appelle ShareCTD, c'est de former en fait des doctorants à travers l'Europe pour pouvoir partager les données et les partager au mieux. Voilà. Et donc pour lutter ensuite contre ce harking, faire les hypothèses après que les résultats soient connus, on a les registered reports. Donc vous connaissez, en fait, on développe l'idée, on design l'étude, et l'article est accepté de principe sur la base de la qualité de la question, la qualité de la méthodologie, et indépendamment des résultats. Ensuite, vous collectez les données, vous analysez les données, vous écrivez les rapports et vous publiez en fait, finalement, à condition que vous avez fait ce qui avait été accepté au stade 1. Voilà. En gros, il est espéré donc, que les pratiques de sciences ouvertes que je viens de vous parler, l'enregistrement a priori, le partage des données, les registered reports et encore bien d'autres, du coup, permettent de favoriser en fait la reproductibilité de la science. Et je ne parle pas non plus, mais je peux en parler, on va en parler justement, de l'open access, qui permet de finalement avoir un accès à toute la recherche du coup disponible pour créer des hypothèses qui soient sous-tendues par une revue exhaustive de la littérature, puisque la littérature, elle est disponible, et pas sous un paywall. Un paywall d'ailleurs qui est à dimension variable, puisque par exemple, là, je viens d'apprendre que notre université a des difficultés financières, ça, enfin, ça je le savais déjà un petit peu, mais qu'on va devoir se passer de nombreux abonnements, et ce qui va rendre les choses compliquées en tout cas, pour tous ces articles qui sont sous un paywall et pour lesquels on se les procurait grâce à l'université. Et donc, bah, en fait, il y a beaucoup de monde en fait, qui vise à promouvoir une science qui soit la plus ouverte possible, et la plus reproductible possible, c'est-à-dire à récompenser la reproductibilité plutôt que du coup le buzz de la découverte qui d'ailleurs parfois découverte n'est pas forcément reproductible. Donc vous avez sans doute entendu parler des principes de Hong Kong pour pour finalement évaluer les chercheurs, pour les recruter, pour les promouvoir dans leur carrière. Et donc, du coup, en fait, ces principes de Hong Kong, ils reprennent exactement la petite roue ici, hein, et raisonnement hypothético-déductif, hein, formuler une question de recherche, designer une étude, conduire l'étude et collecter les données, analyser les données correctement, faire les reporting et disséminer les résultats de manière à ce que ces résultats aient l'impact voulu. Bon, et quand on regarde ça, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut récompenser les gens qui font une revue exhaustive de la littérature, il faut récompenser les gens qui ont les protocoles en ouvert, qui enregistrent a priori, il faut récompenser les gens qui partagent les données, qui partagent le code, qui ont des pratiques transparentes, qui utilisent l'open access, qui utilisent les reporting guidelines. En fait, en gros, tout ce dont je viens de vous parler, qui sont vus comme des solutions aux problèmes de reproductibilité de la science. Et donc, à travers en fait le monde, c'est-à-dire que là, on a énormément d'initiatives, et donc j'ai mis entre autres ici le French Reproducible Research Network, mais il y en a plein d'autres, un petit peu partout, vous les connaissez je pense beaucoup, tous et tous, avec tous des beaux logos, et parmi ces initiatives, il y en a trois qui sont financées par l'Union européenne. C'est Osiris, iRise, Tier 2. Donc ces projets, en fait, c'est des projets qui sont financés sur le mode top-down. Donc c'est l'Union européenne qui a dit, bah voilà, on a un problème autour de la question de reproductibilité et on pense que l'open science, ça peut être une solution pour ce problème. Et donc on va financer des projets, des problèmes. C'est sûr, quand on finance des projets, on a tous des problèmes. Mais on va financer des projets euh, qui, euh, qui en fait vont tenter d'explorer ces questions. Donc en fait, on a trois projets qui sont très proches puisqu'ils ont répondu au même appel à projet top-down, donc ils ont répondu aux mêmes questions. Donc en gros, il fallait faire, pour faire simple, hein, proposer une approche de revue de la littérature pour identifier les problèmes, donc de l'évidence mapping,
Ensuite, essayer de trouver, avec des interventions auprès des différents, stakeholders des, des solutions et essayer d'implémenter ces solutions et et essayer de tester les solutions pour voir en fait si, si les pratiques de certes, permettent vraiment d'améliorer les choses du coup. C'est-à-dire d'essayer d'apporter des preuves là-dessus. Donc, ces 3 projets, voilà, sont financés par l'Union européenne et moi je fais partie donc du projet OSIRIS. Sachant que les 3 projets, comme c'est quand même, le monde un peu de la science ouverte, ils ont eu l'intelligence de se mettre en relation et de collaborer et donc du coup, dans certains des projets d'OSIRIS, on va impliquer des gens d'autres projets et inversement pour essayer de maximiser les choses et d'être le plus collaboratif possible et surtout de pas en fait, trop, finalement, dupliquer des choses qui n'auraient pas lieu d'être dupliquées ou alors dupliquer des choses qui ont besoin d'être dupliquées parce que reproduire les choses, c'est toujours bien. Donc, dans OSIRIS, on est donc, plusieurs, donc, c'est Utrecht ici qui dirige, en gros le consortium et puis, on a des collègues, un petit peu partout, donc, nous, Laurier pour, la France, Amsterdam, donc ça c'est toujours aux Pays-Bas. On a Mario Negri en Italie, on a Maté en Hongrie, on a l'université d'Oxford, on a Leuven, on a une université en tchèque, et puis une association, Science About Science, qui est aussi dans le consortium. Elle, c'est plus pour la dissémination euh, des résultats, donc c'est pour l'instant, ils ne sont pas impliqués de trop, puisque finalement, on n'a pas encore nos résultats. Et la question derrière ces projets, hein, en fait, c'était voilà, quelle est quelles sont les preuves en fait pour ces pratiques de sciences ouvertes. En tout cas, quelles sont les preuves que ces pratiques de sciences ouvertes améliorent la reproductibilité. Donc voilà, il y a plein de projets en fait dans ce contexte avec différents work packages. Donc un work package pour la coordination, le management, c'est un peu classique dans ce genre de projet. Un autre projet en fait qui va essayer d'évaluer les drivers, barrières et facilitators. Donc ça, c'est un petit peu, on va dire, de la recherche plus qualitative, aussi bien au plan de la revue de la littérature, puisqu'il y a une scoping review, mais aussi que des approches, puisqu'il y a des focus group auprès de chercheurs, auprès de différentes parties prenantes dans le monde de la recherche, pour essayer d'évaluer, voilà, bon, drivers, barrières, facilitators. Il y a un work package, donc c'est le 3 dont moi je m'occupe, qui est en charge des interventions pour améliorer la reproductibilité pour les chercheurs et les institutions. Donc, je vais vous donner aujourd'hui peut-être un peu plus de détails sur ce work package. Il y en a un autre en fait pour les financeurs et les journaux. Et il y a un dernier work package qui va essayer de mettre en place des formations et d'essayer d'évaluer si ces formations aident, sont un peu utiles. Dernier work package, ce sera la communication et la dissémination. Voilà, donc bon, pour l'instant, c'est des projets, hein, donc on est en cours. On est en cours. Donc, le Work Package 2, eux, ils sont en train de faire cette scoping review. Là, vous avez le protocole qui est finalement, lui, pour le coup, il a été peer reviewé. Et les résultats, du coup, ils sont en train d'être mis en forme et d'être publiés. Donc, vous avez en fait différentes pratiques de sciences ouvertes qui avaient été listées dans le protocole. Et pour toutes ces pratiques de sciences ouvertes, les collègues ont essayé en fait de trouver et de mapper en fait, donc c'est une scoping review en fait, la littérature pour essayer de voir qu'est-ce qui a été exploré, comment ça a été exploré, avec quels critères de jugement et finalement qu'est-ce qui est en ressort en termes de résultats. Alors, quand je dis explorer, on s'est particulièrement intéressé au fait de voir des études interventionnelles pour chaque pratique. Donc vous savez que par exemple, les badges de sciences ouvertes là, qui sont donnés pour des papiers, donc si vous publiez votre article et que vous avez enregistré a priori, vous avez le badge enregistrement a priori. Si vous avez publié votre article et vous partagez les données, vous avez le badge data sharing. Bon, ces badges, en fait, eux ont fait l'objet de différentes études, donc d'études observationnelles, dans lesquelles on se rendait compte qu'il y avait, après la mise en place d'une politique donnant des badges, une grosse augmentation de partage de données. Et puis une étude interventionnelle randomisée entre proposer le badge ou pas proposer le badge, là dans un journal qui s'appelait BMJ Open, et pour laquelle en fait il n'y avait pas forcément d'effet retrouvé à l'octroi d'un badge. Donc ça veut dire que c'est toujours important d'essayer de croiser les informations. Alors certains diront les études randomisées ne permettent pas de répondre à la question parce qu'elles ont des biais, etc. Bon, elles ont le mérite d'exister et d'être surtout plutôt
informative par rapport à des études purement observationnelles qui ont bien d'autres biais, elles aussi. Donc là, on est en train d'essayer, voilà, de mapper et ce qu'on se rend compte, hein, dans les résultats préliminaires, c'est pas mon package, donc j'ai pas énormément, finalement tout le détail pour vous. Mais ce qu'on se rend compte dans ces résultats préliminaires, c'est qu'il y a très, très peu, en fait, de pratiques de sciences ouvertes qui ont fait l'objet de recherches vraiment, purement interventionnelles pour évaluer. Donc on a d'autres recherches dans le Work Package 2, justement, avec des focus group auprès de différentes parties prenantes pour voir leur perception, hein, en fait, de la recherche et leur perception des pratiques de sciences ouvertes. Bon, mais du programme, c'est bien sûr de faire l'état des lieux de l'existant, mais ça va être aussi, en fait, d'essayer de développer quelques interventions qui se basent sur les pratiques de sciences ouvertes. Donc, parmi les interventions, on en avait proposé trois. L'idée, c'était de développer des interventions basées notamment sur des checks de reproductibilité auprès des institutions. Et celle-là, c'est celle-là pour laquelle on est plutôt en fait les plus avancés en ce moment. On a une autre intervention qui vise à finalement, et là on commence à le développer sur les journaux, des indicateurs de sciences ouvertes dans ces journaux. Donc, vous savez que PLOS, par exemple, le fait pour ces journaux, et nous on est en train d'essayer de le faire pour des journaux médicaux. Et puis, vous avez aussi des interventions au niveau du training, donc l'entraînement des chercheurs. Donc, pour développer ces interventions, déjà, on a essayé de faire là aussi un peu l'état des lieux. Et certains d'entre vous ont vu passer un sondage qui a été fait par des collègues, du coup, des collègues de Mathé du domaine de l'agriculture, un sondage sur les pratiques de reproductivité computationnelle. On a aussi, et c'est là pour lequel on est à fond dedans en ce moment, on est en train de développer un consensus sur les reproducibility checks à faire. Donc ces reproducibility checks, ce serait une sorte de liste de checks à faire sur soit un papier, soit un projet d'éléments importants qui doivent être rapportés pour assurer la reproductibilité des méthodes. Et en assurant la reproductibilité des méthodes, on aimerait bien du coup augmenter certaines pratiques de sciences, enfin, en tout cas, ouais, certaines pratiques de sciences reproductibles en checkant en fait les méthodes et en donnant un feedback aux personnes. Donc pour ça, en fait, on a organisé un sondage, un Delphi, dans lequel on a regroupé 80 du coup à la fois chercheurs mais aussi parties prenantes différentes, et on leur a soumis une liste en fait, une liste de potentielles pratiques de sciences ouvertes qui pourraient être du coup utile pour améliorer la reproductivité. Cette liste étant basée un peu sur le projet de, voilà, du coup, notre, la figure que je vous ai présentée de Laurier, là, qui présente en fait, tac, tac, les différentes étapes d'un projet de recherche, et à chaque étape, les pratiques qui peuvent s'y référer, plus les résultats préliminaires qu'on avait de la scoping review, nous identifiant les différentes pratiques de sciences ouvertes qui pourraient être intéressantes. Donc on a établi un premier round, en fait, de Delphi, dans lequel on sélectionnait d'abord les items qui bah, euh, étaient très très consensuels, comme pouvant améliorer la reproductibilité, et puis les items qui n'étaient pas très consensuels, ceux-là sont proposés dans un deuxième tour, le deuxième tour qui vient de finir, avec à peu près, voilà, je crois, 90% des personnes ayant participé au premier tour qui ont participé au second tour, et donc ils vont nous informer sur les items qui, selon eux, seraient vraiment à garder. Il va y avoir, donc ça c'est au mois de novembre, un consensus. Et au terme de ce consensus, on aura en tout cas une liste de checks à faire dans les articles pour éventuellement améliorer la reproductibilité, en tout cas sur laquelle les gens sont d'accord. Maintenant, avoir une liste de checks c'est bien, mais il faut pouvoir l'implémenter et ça va être les étapes ultérieures. Donc déjà l'implémenter sur un petit nombre d'études pour voir si ces items sont faisables, si ces checks sont faisables, parce que c'est pas toujours facile checker la reproductibilité. Je ne sais pas si on parle de la reproductibilité computationnelle, c'est pas toujours facile quand du coup pas un projet de récupérer le code, de le faire tourner, d'obtenir les mêmes résultats avec le code. Donc on va essayer de faire des tests de faisabilité. Et au-delà de ces tests de faisabilité, en fait, on va essayer de tester l'intervention dans différentes
dans différents cas de figure et notamment, on a envie de faire une étude randomisée pour tester l'intervention et une étude qui se ferait, sur, nos différentes institutions par des réseaux de check, qui seraient, recrutés et en fait, qui checkeraient, les préprints. On partirait sur des checks de préprints et avec un feedback, aux auteurs rapidement en disant: «Bah, cette pratique peut être améliorée, cette pratique peut être améliorée, ça vous pouvez l'améliorer». Voilà ce qu'on a en tête pour notre étude, sur ce point-là. Donc ensuite, bah, on développe, bah, comme je vous disais, en fait, une sorte d'observatoire, pour, les journaux médicaux et notamment, une dizaine de journaux biomédicaux. D'abord en essayant d'explorer, les outils. Alors là, on explore avec les collègues, de l'INRIA ici à Rennes, l'utilisation d'un LLM pour essayer d'extraire en fait, certaines pratiques de sciences ouvertes. Et puis, on essaye aussi d'utiliser les outils qui existent déjà et donc du coup, on a un protocole là assez large qui va au-delà de LLM, qui, finalement a reviewé un petit peu tous les outils disponibles pour mesurer dans un article les pratiques de sciences ouvertes et beh, on va essayer de les appliquer tous, d'évaluer lesquels sont les meilleurs et de garder, ensuite, bah, du coup, ceux qui nous seront les plus utiles et qui auront les meilleures propriétés entre guillemets, diagnostiques pour, mesurer ces pratiques de sciences ouvertes et faire une sorte d'observatoire qui lui aussi pourrait servir à être testé. Et on est d'ailleurs, assez preneur en fait, d'idées sur la manière d'implémenter ça pour améliorer la reproductibilité des recherches. Là aussi, probablement en faisant du feedback grâce à ces outils. Voilà, donc en fait, nos pratiques, nos interventions, on va quand même en tout cas, les développer et on aimerait les tester. Donc pour les checks sur les chercheurs, donc ce que je vous ai dit, nous sur les préprints notamment de l'institution. Mais le Work Package 4, lui, il va faire, tester des interventions et des checks sur les journaux et sur les financeurs. Donc sur les financeurs, ça peut être proposer aux financeurs une grille pour évaluer, les aspects de reproductibilité des différentes, propositions et voir si avec cette grille, on est capable de choisir comment, des projets en fait qui seraient, plus reproductibles que d'autres, en tout cas ou en tout cas qui auraient des pratiques de sciences reproductibles, mieux implémentées que d'autres. Parce que vous savez que par exemple l'Europe, demande à ce qu'on évalue les pratiques de sciences ouvertes, mais quand vous êtes dans les jurys de l'Europe et ben, vous avez, plein de comment dire, plein de bah, quand vous êtes, dans les jurys de l'Europe, vous avez plein de collègues en fait qui savent pas ce que c'est exactement que ces pratiques de sciences ouvertes et on leur demande de l'évaluer alors qu'ils ne savent pas. Donc peut-être que leur donner quelques outils pour les aider, serait utile. Voilà. Et donc, bon, bah, l'idée, c'est ensuite de tester ces interventions. Donc, là, c'est les étapes suivantes, puisque les étapes préliminaires du projet, et c'était, de faire, état des lieux de l'existant. Donc tout ça sur les chercheurs, mais on le fait aussi sur le public et l'an dernier, on a fait une étude, en fait, pour voir si une guideline de reporting, pouvait améliorer la productivité d'une recette de cuisine, de comment dire? De comment dire? De sapin de Noël à la meringue. Et je vous le mets dans le mille, en fait, bah, la guideline de reporting n'a pas servi à améliorer la recette. Donc ça, c'était une recherche participative qu'on a fait pour essayer d'impliquer le public. Alors bien sûr, pour vous en parler, il me faudrait une autre réunion entière, parce que, bah, du coup, on avait élaboré une intervention et on veut élaborer d'autres interventions parce que ces histoires de sciences reproductibles, elles sont, assez importantes et elles sont assez importantes à communiquer au public. Et il y a 2 problèmes. C'est que, et on a besoin de communiquer, les difficultés parfois qu'on a à reproduire les résultats au public, parce que ça peut augmenter, littératie, sur ces questions-là, leur connaissance et puis ça peut les aider en fait à prendre des bonnes décisions et puis avoir un regard sur la science. Mais l'autre enjeu, c'est que, bah, il faut faire attention, du coup, quand on communique sur les problèmes de reproductibilité, à pas justement, diminuer la confiance puisque finalement, être au courant de ces problèmes de reproductibilité, c'est censé améliorer la manière dont on appréhende les résultats de recherche, donc on est capable de les comprendre, de les critiquer, mais du coup aussi, de renforcer notre confiance dans ceux qui sont dignes de confiance et c'est pas toujours facile. Donc du coup, bah, on a essayé de trouver des solutions pour en parler de manière assez positive et en l'occurrence, bah, leur faire, reconnaître que quand eux, ils font de la cuisine, ils reproduisent une expérience et que le résultat n'est pas toujours celui qu'ils voulaient et ben, ils peuvent comprendre que nous aussi, les scientifiques, on est parfois, confrontés à ces mêmes principes, à ces mêmes problèmes et que c'est pas parce que les meringues sont moches qu'elles sont pas bonnes
et que nous, les scientifiques, c'est pas parce que nos résultats sont pas toujours reproductibles, et ben, qui sont pas, qui sont à mettre forcément à la poubelle. Donc voilà. Donc j'ai essayé de vous brosser le truc. Alors je sais que c'est pas une présentation forcément très intéressante parce que je vous présente surtout du projet, et puis plein de projets que j'évoque de manière très superficielle, mais le temps est limité et je peux pas rentrer dans le détail de tous. Par contre, je serais très content un jour ou l'autre de vous en présenter un ou deux bien en détail. Voilà, donc là je vous ai dit, les consortiums Osiris, ARS, Tier2 se réunissent et travaillent ensemble, on partage des choses. Par exemple, quand je vous parlais des outils en fait d'extraction d'informations dans les articles, eh ben, on le fait en lien notamment avec des collègues de Arise qui ont une expertise là-dessus et qui nous aident pas mal. Quand on parle de la scoping review, ben, on l'a fait en lien avec les collègues de Tier2 qui ont aussi des projets un peu similaires et donc du coup on a essayé de joindre les efforts dans ces projets. Et s'il y a des gens parmi vous qui êtes intéressés, je pense que ce sera avec vraiment beaucoup de plaisir, sachant que on va en être à la partie bientôt début de l'implémentation. Et donc, du coup, on va avoir des checks à faire, des reproductibility checks à faire, des projets à imaginer autour de ces reproducibility checks. Donc, si certains d'entre vous sont intéressés, bien sûr, vous pouvez me contacter. Et puis, en fait, l'idée, c'est de collaborer au travers de ces thématiques, du coup, à essayer de trouver des solutions qui seraient basées sur des preuves. Et donc tout ça, en fait, c'est, on va dire, de la recherche primaire. Du coup, en tout cas, on essaie de générer des connaissances nouvelles, on va essayer de générer des interventions. Et bien sûr, il y a un niveau encore plus méta à tout ça. C'est de faire, en fait, la revue de synthèse de toutes ces recherches primaires, donc celles évidemment de ces consortiums, mais aussi toutes celles qui sont faites à travers le monde, pour informer au-delà les politiques. Et c'est l'objectif d'un autre projet dont je serais heureux de vous parler qui s'appelle GRIOS, Global Research Initiative on Open Science, qui a le but, au-delà de tout ça, en fait, de monitorer les interventions qui marchent pour finalement implémenter au mieux des interventions qui marchent, parce que c'est vrai que finalement promouvoir des interventions qui n'ont pas démontré leur efficacité, c'est bien, mais c'est largement insuffisant pour convaincre les gens que ça fonctionne. Et puis d'ailleurs, si elles sont inefficaces, ça peut être complètement, du coup, inutile, voire coûteux, du coup. Donc, on a besoin de travailler à tout ça. Voilà, donc là, j'ai mis un peu les informations que vous pouvez consulter pour Osiris. Et je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que j'ai été dans les temps.